Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la recherche à l'IFCE, donc entre réponse aux besoins de la filière, éthique et réglementation. Donc cette webconférence va être faite à deux voix avec ma collègue Marion Crescent et moi-même. Donc juste quelques mots de présentation. Du coup, je suis Laurie Brio, je suis ingénieure de développement au sein du pôle développement, innovation, recherche de l'IFCE et je suis aussi ma double casquette référente scientifique pour le plateau technique du pain au Haras. Merci Laurie. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Marion Crescent, également donc, au pôle développement, innovation, recherche. Je suis directrice de la recherche et de l'innovation et j'ai aussi une seconde casquette en tant que secrétaire du conseil scientifique de la filière équine. Cette webconférence sera organisée en trois parties. Donc, c'est un sujet très vaste. Donc, on va aller assez vite sur ces différents points. Donc, tout d'abord, une présentation rapide de ce qu'est la recherche à l'IFCE. Puis une partie sur éthique et réglementation pour l'utilisation des animaux en recherche. Et enfin, un petit focus sur les plateaux techniques de l'IFCE, comment ça se passe et comment est-ce qu'on met en œuvre toute cette réglementation qu'on vous aura présentée juste avant. Pour la recherche à l'IFCE, très rapidement, la plupart d'entre vous doivent le savoir, l'Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public administratif qui est placé sous la double tutelle des ministères chargés de l'agriculture et des sports. Il a des missions qui sont définies par un contrat d'objectifs et de performance qui est donc signé avec l'État. Et il y a deux grands types de missions. Il y a un premier type de mission de l'IFCE en tant qu'opérateur public, donc opérateur de l'État, qui vise à structurer et soutenir la filière équine et asine française, et des missions de type institut technique de référence qui visent à produire et transférer les savoirs. Et donc, à ce titre, l'IFCE est qualifié en tant qu'institut technique agricole depuis 2018 pour la partie agricole et membre du réseau Grand INSEP pour la partie sport. Pour ces missions en particulier, donc de production et de transfert des savoirs, l'IFCE est organisé de façon à répondre aux demandes du terrain et de transférer les savoirs. Sur la base d'une demande exprimée ou d'un besoin identifié, l'IFCE est organisé de façon à pouvoir produire des solutions et des savoirs, donc via des projets de recherche, des études de terrain ou tout le travail des observatoires. Et tout ça se fait bien sûr en partenariat avec les experts de la filière et des partenaires de recherche et développement. Cette partie production de savoir va mobiliser différents groupes de personnes, en particulier certains conseils et comités de l'IFCE, dont le conseil scientifique, donc je vais y revenir juste après. Les chercheurs, bien sûr, les chercheurs de l'IFCE, les ingénieurs de développement de l'IFCE, et toutes les personnes qui travaillent dans les observatoires, donc observatoire économique et social et observatoire des métiers. Et bien sûr, des partenaires à l'extérieur de l'IFCE également. Ensuite, une fois que ces solutions et ces savoirs ont été produits, il faut les vulgariser et donc transférer ces connaissances. Et donc, l'IFCE permet de créer des supports et des outils de diffusion et de mettre à disposition ces informations via différents canaux. Donc, on retrouve différents acteurs concernés, avec en particulier les ingénieurs de développement qui ont à la fois une mission de production et de diffusion des connaissances, les services vulgarisation et e-connaissances qui vont permettre de créer soit les outils de diffusion, soit de créer le fond, soit de créer la forme, c'est-à-dire il y en a qui écrivent, il y en a qui créent vraiment les supports. Le réseau des partenaires de diffusion, donc un peu comme le conseil scientifique qui se situe à l'aval avec l'ensemble des partenaires qui vont contribuer à la diffusion d'informations, et les formateurs de l'IFCE, bien entendu, puisque l'objectif est de se positionner dans un continuum entre la production des savoirs, la diffusion, la formation, pour que tout se fasse de manière fluide. On va faire un petit focus sur le conseil scientifique de la filière équine. Il a différentes missions. Donc, sa première mission est d'orienter la recherche équine française en tenant compte des enjeux auxquels la filière fait ou devra faire face à court et moyen terme, donc via des projets de recherche. Il finance la R&D équine française via des crédits propres à l'IFCE et des crédits qui proviennent du ministère chargé de l'agriculture. Il est également l'instance d'orientation des activités de R&D de l'IFCE, c'est-à-dire que tous les projets de l'IFCE doivent être validés, labellisés par le conseil scientifique de la filière équine avant d'être mis en œuvre sur le terrain. Et tous les chercheurs et ingénieurs et plateaux techniques de l'IFCE sont également audités régulièrement par une commission issue du conseil scientifique de façon à bien orienter leur travail en fonction des enjeux de la filière. Et ils jouent également un rôle actif dans la diffusion des résultats scientifiques sur le terrain. Très rapidement, il est composé majoritairement de 3 collèges. Donc un premier collège avec des représentants des filières qui donc ont pour mission d'exprimer la demande, les besoins et de donner un avis sur l'opportunité des projets. Il y a des représentants des partenaires de façon à bien coordonner l'ensemble des financements qui sont disponibles pour les actions de R&D et également de bien coordonner la diffusion des résultats.
et ensuite des rapporteurs thématiques qui, eux, sont garants de la qualité scientifique des projets. Donc, on reviendra juste après sur l'intérêt pour la filière et la qualité scientifique des projets. Le conseil scientifique va également coordonner des groupes de travail thématiques. Alors, c'est assez récent, ces groupes de travail thématiques. Et donc, ils sont composés de scientifiques et de professionnels sur un sujet donné. Et ils ont pour objectif d'assurer la co-construction des projets entre les chercheurs et les professionnels, donc sur la partie amont de la démarche, et également d'assurer l'appropriation des résultats disponibles par les professionnels, donc soit des résultats qui existent déjà, soit ceux qui sont issus des projets de recherche qui sont construits dans le cadre de ces groupes. Donc il y a 6 groupes actuellement qui sont actifs, je ne peux pas forcément tous les citer. Le petit dernier donc est celui, créé en 2024 sur la traction et le portage équin et asin. Et on a, des groupes assez variés et avec des activités qui peuvent également être plus ou moins importantes selon les besoins exprimés sur le terrain. Entre l'expression des besoins et l'appropriation des résultats, il faut mener les projets de recherche et c'est là que le conseil scientifique entre à nouveau en jeu, donc pour labelliser les projets et les financer. Donc il y a 2 appels à projets annuels. Un appel à projet de recherche et développement, donc qui vise à produire des nouvelles connaissances et un appel à projet de valorisation transfert de résultats acquis, donc où on est uniquement sur la valorisation des résultats. La labellisation des projets se fait sur 2 critères, donc on revient à nos 3 collèges. Donc la qualité scientifique des projets va être évaluée par des experts extérieurs au projet et à l'IFCE et rapportée en séance par le rapporteur de la thématique. Et l'opportunité des projets est évaluée par les représentants des filières au conseil scientifique. Ceci permet de garantir le financement de projets qui sont à la fois de bonne qualité scientifique, qui répondent à des enjeux pour la filière et qui offrent des perspectives d'application concrètes. C'est-à-dire qu'il y a certains projets qui peuvent être très bons scientifiquement, si les représentants des filières ne voient pas l'intérêt de ces projets-là, ces projets ne seront pas financés. Enfin, au-delà des équipes, de chercheurs, d'ingénieurs, donc que je vous ai déjà présentés, l'IFCE dispose de 4 plateaux techniques. 2 plateaux techniques plutôt orientés élevage, donc Chambray en Corrèze qui, a 150 chevaux, donc qui permet d'étudier principalement la gestation et le jeune cheval de 0 à 3 ans. Le Pin dans l'Orne, donc sur, plutôt reproduction, sur la sélection et la gestion des reproducteurs. Saumur, vous vous en doutez, équitation et performance sportive avec cette fois-ci des chevaux de sport. Et Uzès dans le Gard, donc sur l'attelage, l'attraction et l'endurance. Et je vous laisse cliquer pour découvrir les vidéos des plateaux techniques. Les missions de ces plateaux techniques, donc 2 ou 3 selon les plateaux. La mission principale, c'est bien sûr la recherche et développement, avec réalisation de projets en propre. La participation à des projets en collaboration, donc lorsque ce sont des partenaires scientifiques qui viennent solliciter l'IFC pour pouvoir mettre en œuvre des projets. Et également soutien aux entreprises, là sous forme plutôt de prestations. Ils ont aussi des missions de diffusion de la connaissance puisque c'est finalement indissociable, hein, la recherche et la diffusion, avec la rédaction par exemple d'articles, d'ouvrages, et cetera. La réalisation de webconférences par exemple, et cetera. Et spécifique au plateau technique de Saumur, une mission d'accompagnement scientifique à la performance, donc qui se fait en collaboration avec la Fédération française d'équitation pour aider à objectiver, des paramètres de la performance, de l'entraînement, et cetera. Voilà, je passe la parole à Laurie. On va donc parler maintenant d'éthique et de réglementation qui existent autour de l'utilisation d'animaux en recherche. Lorsqu'on travaille en recherche, 3 composantes sont essentielles. Donc la première concerne l'intégrité scientifique. Donc en fait, elle renvoie aux bonnes pratiques en matière de production et de diffusion de connaissances scientifiques. Elle va garantir en fait le caractère honnête et rigoureux des activités de recherche et elle est donc essentielle au bon fonctionnement à la fois entre les communautés scientifiques mais aussi vers la société. La deuxième composante est la déontologie. Elle va renvoyer plutôt à un ensemble d'obligations qui est propre à l'exercice d'une profession. Et la dernière qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'éthique de la recherche. Donc elle concerne d'une part les grandes questions que soulèvent certains développements scientifiques, mais aussi des questions qui sont plus opérationnelles de conformité des protocoles de recherche à la fois aux règles de droit, mais aussi aux recommandations éthiques en vigueur. Donc l'éthique de la recherche vise principalement à protéger à la fois les participants et participantes humaines à certaines études, mais également les animaux. Il existe un grand nombre de règles juridiques nationales et internationales qui vont encadrer la conduite d'expérimentation à la fois chez l'homme et chez les animaux. Pour l'homme, on peut voir qu'il y a des comités de protection des personnes et des comités de la recherche
donc qui vont encadrer les recherches qui tournent autour de la personne humaine. Donc, on va avoir là essentiellement les recherches médicales, mais aussi certaines recherches en sciences humaines et sociales, par exemple. Et autour des animaux, on va avoir ce qu'on appelle les comités d'éthique en expérimentation animale, qui vont évaluer les recherches où sont utilisés des animaux. Donc en fait, suite à l'application d'une directive européenne qui date de 1985, dès le début des années 90, on a la création de ces comités d'éthique qui sont chargés d'apprécier en fait l'acceptabilité des protocoles prenant en compte à la fois la pertinence de l'étude et les atteintes qui sont portées au bien-être des animaux utilisés. Qu'au départ, en fait, ces évaluations éthiques des projets, elles étaient facultatives, mais elles ont été rendues obligatoires à partir de 2013. On va y revenir juste après. Qu'en fait, les comités d'éthique en expérimentation animale, ils vont être répartis sur l'ensemble du territoire et sont reconnus comme l'autorité compétente pour l'évaluation éthique des demandes d'autorisation de projets qui vont avoir recours au modèle animal. Donc, ces comités d'éthique sont composés d'au moins 5 personnes. Dedans, on va avoir un vétérinaire, un chercheur, un expérimentateur et un animalier. Et en plus de ça, une personne dite naïve qui va être non impliquée dans des activités de recherche. Donc, c'est minimum 5 personnes, mais il peut y avoir beaucoup plus de personnes dans ces comités-là. Donc, leurs missions principales sont d'évaluer la justification des projets sur un plan strictement éthique et en particulier en estimant le bénéfice attendu des recherches par rapport aux actes qui vont être réalisés sur les animaux. Et ces comités vont rendre un avis éthique et ensuite le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va délivrer une autorisation pour la mise en œuvre du projet dans un établissement qui va être agréé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de nombreux textes réglementaires qui encadrent l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Donc, la Convention de 1985 qui a été ensuite révisée en 2010, puis traduit en droit français avec un décret et 4 arrêtés ministériels qui vont définir plusieurs choses. Tout ce qui est modalité d'agrément des établissements où vont être réalisées des études, l'évaluation éthique des projets et les modalités d'autorisation de ces projets via notamment les comités d'éthique que je vous parlais tout à l'heure, les modalités d'acquisition et de validation des compétences des personnels qui travaillent à la mise en œuvre de ces études dans ces établissements qui utilisent des animaux pour la recherche et aussi tout ce qui est fourniture d'animaux à des fins scientifiques. Là, on parle plutôt de tout ce qui est souris, rongeurs à des fins de recherche. Donc, cette directive, elle mentionne également l'objectif vraiment final qui est en fait le remplacement total de l'utilisation des animaux dès que cela sera possible sur un plan scientifique et met bien en avant le fait de faciliter et de promouvoir les progrès dans la mise au point d'approches alternatives pour pallier à l'utilisation de ces animaux en recherche. Il y a plusieurs principes réglementaires. Donc, en fait, c'est inscrit dans le code rural. Les procédures expérimentales qui sont conduites sur les animaux doivent avoir un caractère de stricte nécessité. C'est-à-dire que si une méthode non animale est disponible et apporte le même niveau d'information, le recours à l'animal n'est pas autorisé. Donc, en fait, pour démarrer tout projet de recherche qui utilise des animaux, il doit avoir reçu une autorisation du ministère de la Recherche et l'autorisation va être délivrée pour une durée de 5 ans maximum et à condition, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il ait reçu une évaluation favorable du comité d'éthique de l'établissement dans lequel il va être réalisé. Donc, tous les résumés, ce qu'on appelle non techniques de chaque projet de recherche est rendu public sur le site du ministère. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir, il y a tous les résumés qui sont disponibles. Donc, tous les établissements qui vont utiliser des animaux à des fins de recherche doivent détenir aussi un agrément. Donc, celui-là, il est délivré par arrêté préfectoral après des visites d'inspecteurs vétérinaires de la DDPP ou DCSPP, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Donc ça, c'est un agrément qui est valable 6 ans et dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, il y a plusieurs critères qui sont pris en charge pour la délivrance de l'agrément, dont l'hébergement et bien sûr le respect des besoins physiologiques des animaux. Tous les personnels qui vont manipuler des animaux doivent avoir reçu une formation initiale qui est spécifique et on se doit d'assurer également le maintien et l'actualisation de leurs compétences au fur et à mesure des années. Donc, la directive européenne, elle précise également que l'idée, c'est d'utiliser le moins d'animaux possible pour avoir des résultats fiables et l'origine des animaux doit être tracée, bien sûr. Ensuite, les contraintes imposées aux animaux doivent être réduites au maximum. Derrière ça, on entend que toutes les procédures, les actes réalisés sur les animaux qui peuvent provoquer de la douleur doivent être gérés de la meilleure façon possible, notamment sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques, à des protocoles permettant de réduire au minimum la douleur ou le stress qui peut être engendré.
Pour aller un peu plus loin, il y a cette règle des 3 R, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc le principe éthique des 3 R, c'est en fait de trouver des alternatives à l'expérimentation animale. Derrière, on a le mot remplacer, utiliser moins d'animaux, donc là on va voir le mot réduire, et également favoriser leur bien-être. Donc là on a derrière le raffinement pour faire progresser la science et améliorer la santé de tous. Donc si on va un peu plus en détail derrière chaque R, donc derrière remplacer, en fait, il va s'agir de développer et de mettre en œuvre dès que cela est possible à des méthodes dites substitutives ou complémentaires à l'utilisation des animaux, autrement dit des méthodes qui sont in vitro, donc via des cultures cellulaires par exemple, pour tester plusieurs choses, et des méthodes dites in silico, donc via des modèles informatiques par exemple. Le deuxième R, c'est de réduire. Donc, ce principe, en fait, vise à restreindre le nombre d'animaux utilisés à son strict minimum dans un projet où on ne peut pas se substituer des animaux. Donc là, grâce à des calculs statistiques, on va pouvoir essayer de rationaliser le nombre optimal d'animaux intégrés dans une étude pour obtenir des résultats qui soient significatifs. Le dernier R, donc, qui est le mot raffiner. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer de diminuer au maximum les contraintes qui vont être imposées aux animaux. Donc là, on va essayer d'adapter les protocoles d'anesthésie, d'analgésie, par exemple, pour éviter la douleur ou le stress, ou en tout cas le réduire à son maximum, enfin son minimum. On a aussi 2 autres R qui sont mentionnés, notamment un qui porte sur la réhabilitation et la réutilisation des animaux, le replacement pour offrir une seconde vie à ces animaux qui ont été utilisés en recherche. Et le dernier R qui porte sur la responsabilisation du personnel, qui passe notamment par la formation. Donc là, les comités d'éthique vont être garants de l'application de cette règle des 3 R en recherche. Concernant les chevaux, donc il faut savoir que tous les ans, le ministère de la Recherche est tenu de publier les chiffres sur l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Donc en France, les animaux les plus utilisés sont les souris à 66%. En ce qui concerne les chevaux, donc ils vont représenter moins de 0,1% de toutes les utilisations d'animaux à des fins scientifiques. Donc c'est vraiment très peu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, même quasiment tout le temps, les projets de recherche sur les équidés sont pour les équidés. Donc, en fait, ils vont viser à améliorer leur bien-être, leur santé, la performance. Le modèle équin n'est jamais utilisé, par exemple, pour des recherches pour la médecine humaine. En recherche également, les chevaux sont l'espèce avec le pourcentage de réutilisation qui est le plus important. En fait, les chevaux, à la fin d'une étude, eh ben, ils repartent soit dans des circuits de loisirs ou restent, par exemple, chez nous, dans le troupeau de chevaux du site. Dans la réglementation, en fait, on parle de procédure expérimentale avec des différents niveaux. Et en fait, une procédure expérimentale est définie comme un acte qui peut causer une douleur, une souffrance ou une angoisse ou des dommages qui sont durables, équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille. Comme vous pouvez le voir, le seuil est faible. Lorsqu'on fait, par exemple, une prise de sang dans le cadre d'un projet de recherche, ceci va faire l'objet d'une demande d'autorisation de projet, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui va être passée en revue devant un comité d'éthique, puis sous autorisation du ministère de la Recherche avant toute mise en œuvre de projet. Et comment ça se passe sur nos plateaux techniques IFCE? Il faut savoir que sur les 4 plateaux techniques que Marion a présentés tout à l'heure, il y en a 2 qui sont agréés établissements utilisaires pour l'expérimentation animale, le plateau technique du Pin-Ouara et de Chambéret. Donc tous les agents qui participent aux travaux de recherche sont formés de manière continue dans l'idée d'adapter et d'améliorer en continu leurs gestes. Tous les chevaux sont hébergés sur nos sites comme dans des élevages ou des structures équestres classiques. Donc, par exemple, au Pin, le troupeau de juments et les 3/4 de l'année en prairie, en groupe, et l'hiver aussi logés en stabulation en groupe avec du fourrage à volonté. Les chevaux, certes, ils ont un statut d'animal de recherche, mais ils sont également et en premier lieu des chevaux qui sont utilisés pour le sport ou l'élevage et impliqués dans les formations professionnelles qui sont dispensées à l'IFCE. On a aussi tout un groupe de travail qui vise à essayer d'améliorer nos pratiques en rédigeant par exemple des fiches de bonnes pratiques qui sont communes à tous nos plateaux. Et on met de plus en plus en place ce qu'on appelle du medical training pour faciliter les manipulations de nos animaux. Donc là, je vous ai mis quelques photos de chevaux qui sont impliqués dans des projets de recherche. Certains projets ont eu des demandes d'autorisation de projet qui ont été validées par le ministère. Ça dépend des prélèvements qui sont faits sur les chevaux.
Là, on peut voir qu'on fait par exemple des prélèvements de crottin, des prélèvements d'urine, des prélèvements de sang. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit aperçu de ce qu'on peut faire en recherche sur nos plateaux techniques. J'ai essayé de vous résumer ça assez rapidement. Donc, en fait, de manière générale, à partir de l'expression d'un besoin de la filière, donc besoin qui va être exprimé via, par exemple, les groupes de travail dont je vous ai parlé ou via les conseils et comités, dont le conseil scientifique et également le comité de filière, l'IFCE va contribuer à la mise en œuvre et ou au financement de projets de R&D. Ces projets donc, vont devoir être créés et rédigés en respectant ce que Laurie vous a présenté, intégrité scientifique, les règles de déontologie et d'éthique. Et une fois que ces projets donc, sont validés, ils vont être réalisés de façon à produire des savoirs et cette réalisation va mobiliser très généralement des partenaires scientifiques, mais peut aussi mobiliser des plateaux techniques et des animaux de l'IFCE ou d'ailleurs. Et lorsqu'il y a mobilisation d'équidés, comme Laurie vous l'a dit, cette utilisation doit être validée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à partir du moment où le seuil de l'introduction d'une aiguille est dépassé. Et même pour les procédures qui sont considérées comme vraiment non invasives, où on ne dépasse pas ce seuil, on envoie quand même le projet au comité d'éthique qui va nous confirmer que ce projet est bien considéré comme, on dit, hors champ de cette loi, c'est-à-dire qu'il y a pas de souci. Mais on l'envoie quand même au comité d'éthique pour avoir leur confirmation qu'on est bien sur un projet hors champ. Une fois que les solutions et les savoirs ont été produits donc lors de la réalisation des projets, l'IFCE a également un rôle important, on ne vous l'a pas présenté, mais je pense que d'autres conférences en ont déjà parlé. Ces connaissances vont être diffusées, en particulier donc via Wikipédia, les réseaux sociaux, les vidéos de l'IFCE, mais également de nos partenaires de diffusion, puisque l'IFCE fait partie d'un réseau de partenaires de diffusion assez important. Et la boucle est bouclée. On repart soit sur un nouveau besoin, soit le fait de diffuser les connaissances va faire remonter de nouveaux besoins, toujours sur le même sujet, et on va repartir sur la mise en œuvre de projets, puisque la science ne se termine jamais et que donc il y a toujours de nouveaux projets à mettre en œuvre. On vous a mis quelques liens pour en savoir plus. C'est à la fois sur la partie recherche et toutes les notions qu'on a pu aborder sur l'éthique et la réglementation. Voilà, et on vous remercie pour votre attention.